Il ne faut pas devenir dépendant de la techno, quelle que soit où elle est, quel que soit ce qu'elle a. Ça doit rester un outil. Tous mes livres, je les ai fait avaler à l'IA, ChatGPT, et je pense pouvoir dire maintenant que ChatGPT écrit comme moi. Plus les gens seront réticents, plus ils vont la subir. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut s'engager dans l'agriculture aujourd'hui ? Fonce. Et entre choisir de nourrir tout le monde et de protéger la planète, pour moi, il n'y a pas photo. Ça va scandaliser certaines personnes, mais pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Bonjour Hervé Pillot. Bonjour Jonathan. Merci d'être avec nous sur le plateau de La Parola. Bienvenue Hervé dans ce concept. Alors il est extrêmement facile à comprendre si c'est la première fois que vous tombez dessus. Ce format original proposé par le comptoir des éleveurs, c'est La Parola, format interview où on laisse la parole libre à notre invité. Et ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui notre invité c'est Hervé Pillot. Hervé, tu es parmi les spécialistes du numérique en France et dans l'ensemble on va parler innovation et intelligence artificielle dans l'agriculture. Mais surtout à la base tu es avant tout un agriculteur éleveur, pendant 40 ans. Est-ce qu'on peut revenir déjà un petit peu sur ton parcours avant de parler de cette grande question du numérique ? Oui, alors je suis plus agriculteur, plus éleveur parce que j'ai pris ma retraite, j'ai 68 ans, mais j'ai effectivement élevé des vaches montbéliardes en Vendée pendant plus de 40 ans, en ERL avec mon épouse. On a parcouru tous les rings de France et de Navarre et de Suisse et d'un peu partout avec nos animaux à l'époque. On a dû faire 18 fois le salon d'agriculture. C'était une vraie passion. De toute façon, tout ce que je fais, c'est un drame, mais je le fais avec passion. Donc, je mets le petit doigt dedans et le corps entier y passe. Donc, c'était le cas avec les vaches à l'époque quand on était éleveur. Et puis, j'ai eu un passé, je suis toujours un peu actif dans le syndicalisme agricole à la FNSEA, dans les champs d'agriculture, où je me suis occupé pas mal d'innovation. Qui m'a emmené quelque part, d'abord par la communication. En fait, j'y suis venu par la communication dès le début des années 2000. J'ai monté en Vendée la première chaîne, c'était pas YouTube, c'était Dailymotion, chaîne sur le web agri. C'était en 2006, en 2007, les réseaux sociaux derrière. Et puis, en fait, j'ai toujours voulu faire par moi-même ce que je mettais en place dans les organisations. Donc, j'ai ouvert un blog, j'ai écrit beaucoup et on m'a demandé d'écrire un premier bouquin en 2015. Alors pour un paysan autodidacte, écrire des billets de blog, ça peut le faire. Un bouquin, c'est un peu différent, mais ça a marché. Et là, j'ai commencé à faire des conférences d'abord en France. J'ai créé des concours de start-up dès 2013. Et puis, depuis, j'ai écrit 4 livres. Je fais des conférences. Là, du coup, ça s'est un peu élargi en France, en Afrique, un peu dans d'autres pays aussi. Des concours de start-up de la Guadeloupe jusqu'à Abidjan, en passant par le Space à Rennes. J'aime bien le dire au sommet, parce que le sommet ne nous a jamais fait faire de hackathon encore, donc ça va venir. Et au salon de l'agriculture, voilà, c'est ce qui m'a emmené à avoir une certaine expertise. Oui. Dans l'ensemble, j'aimerais savoir un peu ce qui t'a donné envie, Hervé, de t'engager et d'aller directement vers cette approche du numérique. Pourquoi, dès les années 2000, Dailymotion, les blogs, ça t'intéressait pour parler agriculture ? En fait, c'est venu sans qu'il y ait de stratégie véritablement. J'étais engagé et j'étais secrétaire général adjoint à l'époque de la FDSEA de la Vendée. Et puis, on montait un site au début du web qu'on a voulu collaboratif avant qu'on parle de 2.0, de collaboratif et tout ça, parce que c'est dans nos gènes. À 10 organisations agricoles, il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Je m'en suis occupé. Et on a essayé de le construire. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis venu à la Web TV. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a un truc qu'on n'a pas réussi, c'est qu'à l'époque déjà, l'image qu'on donnait de l'agriculture n'était pas vraiment satisfaisante pour nous. Et on s'est dit, on va monter nos propres images, les vendre aux télé. Là, on nous a dit, il n'y aura pas de business model là-dessus, c'est vrai. Par contre, monter une Web TV. C'est une boîte dont le nom est très peu connu, qui est vendéenne à l'origine, mais qui est dans le monde entier, qui s'appelle AMP Visual TV. C'est eux qui font tous les grands prix automobiles dans le monde, qui font la Coupe du monde de football, ils ont tous les studios de début de Chaumont à Paris. Enfin bref, c'est une énorme boîte. Et on avait bossé avec eux dans les années 90 au Sable d'Olonne, quand c'était une toute petite, on dirait start-up maintenant, mais ça s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Et ils nous ont jamais oubliés. Donc ils nous ont mis le pied à l'étrier pour faire cette Agri 85 TV, donc qui était notre chaîne. Et les réseaux sociaux derrière, c'est eux. En fait, c'est ça qui m'a emmené au numérique, au potentiel du numérique. Et
Moi, il y a un concept que j'ai toujours récusé, c'est celui d'agriculture numérique. En fait, pour moi, ça n'existe pas, l'agriculture numérique. Il y a de l'utilisation du numérique dans les différentes formes d'agriculture, qui est différente. Mais souvent, on galvaude le terme en disant comme ça, une agriculture numérique, 3 petits points, agriculture industrielle, c'est pas le modèle qu'on veut. Non, c'est pas ça. Il y a besoin du numérique pour différents usages. Évidemment, il est différent d'une ferme à l'autre, mais c'est d'essayer de trouver le potentiel. Je suis pas technosolutionniste, mais technophile, oui. Mais il y a ça peut aider beaucoup. Il y a plusieurs pistes là-dessus. C'est faciliter le travail des gens, faciliter le travail des agriculteurs, améliorer la rentabilité. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Il y a un besoin et surtout, c'est presque passage obligé. On Bah ne peut oui, pas se passer aujourd'hui du numérique en agriculture, déjà dans dans le les années reste. 2000, mais encore plus aujourd'hui, l'info est vraie, quoi. Mais totalement comme dans le reste. Il faut voir le potentiel par rapport à nos besoins. Les besoins de l'agriculture actuellement, c'est de continuer à produire, continuer à alimenter les gens. C'est la base et ça restera, je pense, la base longtemps. Mais c'est aussi stocker du carbone, c'est aussi veiller à la biodiversité, c'est aussi produire pour faire des biomatériaux, des biocarburants. C'est aussi avoir du lien avec le reste de la société pour une exploitation qui a une ferme auberge, qui fait de la vente directe et tout ça. Et dans tous ces secteurs-là, comme je te disais, l'utilisation n'est pas la même, mais il y a un besoin d'utilisation du numérique dans tout ça. Et le tout, c'est que... Alors, c'est pas toujours le cas, là, par contre. Et il faut que ça soit du bottom-up. C'est-à-dire que c'est l'expression des besoins qui donne des outils. Alors, bien sûr, il peut y avoir des propositions, et il en faut, mais il ne faut pas devenir dépendant de la techno, quelle que soit où elle est, quel que soit ce qu'elle a. Ça doit rester un outil. Ah oui, C'est oui, ça, oui. c'est que ça doit Les rester un robots de outil. traite, par exemple, qui sont des formidables outils pour les laitiers, qui ont enlevé un travail d'astreinte, à certains moments, c'est moins le cas maintenant, je dirais que c'est même plus le cas. C'était quasiment une astreinte H24 parce que le robot pouvait envoyer une alerte en plein milieu de la nuit. On était rendu à un mariage à 50 km, on pouvait recevoir... Donc, on remplaçait en fait le travail physique par du stress. Il ne faut pas que ça soit ça, quoi. Et Faut que ça soit du confort. du confort, bien sûr. Du confort, et pas que du confort, mais également de l'utilité. Et on viendra tout à l'heure à l'intelligence artificielle. Un des éléments majeurs que ça apporte, c'est que quand on travaille en agriculture, d'autres métiers sont comme ça, on travaille dans le monde du vivant. Et le vivant est très complexe. Donc, ces outils-là permettent de travailler des éléments complexes. Un des drames de l'agriculture, du prisme dans lequel on le voit, c'est le manichéisme. Dire de vouloir trouver des solutions simples à quelque chose qui est naturellement complexe. Et ça n'y est pas. Et là, le numérique va nous aider. Je dis depuis longtemps, hein, je l'ai écrit dès mes premiers livres, on va passer d'une agriculture intensive en intrants à une agriculture encore plus intensive, mais en connaissance. Hervé, est-ce que l'agriculture française aujourd'hui a suffisamment pris le pli du numérique? Ou sinon, est-ce qu'on a manqué quelque chose? Je suis pas sûr qu'on ait manqué grand-chose, en fait. On a des outils intéressants. On a évidemment trop de dépendance. Mais ça, c'est lié pas qu'à l'agriculture, mais à l'ensemble. On a loupé globalement le coche d'Internet dans les années 2000. On n'a aucun réseau social qui est européen. On a loupé ces coches-là, mais pas plus en agriculture que dans le reste. Est-ce que l'agriculture est plus en avance, plus en retard dans le tempo? Je pense qu'on est plutôt dans le tempo. Il peut y avoir à certains moments une vraie dépendance aux équipementiers, par exemple, qui ont un paquet de données dans les tracteurs, dans les robots et tout ça, sur lesquels on n'a pas totalement la maîtrise, qu'il faudrait faire évoluer des choses. Mais non, je pense pas qu'on soit en retard, en fait. J'ai vu que tu fondais ton approche de l'innovation dans l'agriculture sur, je cite, la mobilisation de l'intelligence collective. Oui. Ça veut dire quoi, si on doit faire un peu de philo? Alors, l'intelligence collective a construit l'agriculture. Depuis longtemps, mais particulièrement depuis les années 60, le boom du développement agricole, le mutualisme, le syndicalisme, les coopératives, qu'est-ce que c'est si c'est pas de l'intelligence collective quelque part, quoi? Où on se met ensemble, où on réfléchit ensemble pour mieux travailler ses produits à plusieurs. L'agriculture, c'est un énorme puzzle de micro-entreprises. Et ces micro-entreprises, alors elles sont de moins en moins micro, mais elles restent, même une grande ferme de 3000 hectares reste une micro-entreprise quand on regarde bien. On vu depuis longtemps, de façon instinctive, hein, il n'y a pas eu de stratégie, qu'il valait mieux se mettre ensemble pour pouvoir avancer, pour avoir du confort dans le travail, pour mieux vendre. Alors, il y a des choses qui ont dérivé un peu. Le désalignement qui nous menace tous partout a été en agriculture comme dans beaucoup de domaines, mais malgré tout, il reste cette fibre. Et je pense que
dans un monde du numérique, du digital très capitalistique, je pense qu'il faut qu'on retrouve cette valeur des biens communs. C'est pour ça que je suis un fervent partisan de l'open source, qui ne veut pas dire open bar que tout le monde va se servir, c'est un peu autre chose, et où on construit en commun. Et je vois depuis 2 ans, mais depuis 1 an, un peu plus, le début, parce qu'on est vraiment au début, c'est presque embryonnaire, de mobilisation autour de l'IA, qu'on n'y arrivera qu'en mobilisant l'intelligence collective. Justement, j'y viens, cette technologie-là qui, depuis quelques années, c'est une grande source de débat en France, tous secteurs confondus, c'est l'IA générative. OpenAI, Midjourney, ChatGPT, alors on entend parler de partout sans trop savoir exactement peut-être ce qui se cache derrière. L'IA, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, quelle place ça prend et quelle place ça doit prendre dans l'agriculture ? Ça doit prendre est très important. D'abord, première chose, l'IA générative n'est pas une révolution technologique. Au dire des spécialistes que je ne suis pas, c'est pas tant une nouveauté que ça. Il y a eu les nouvelles puces qui ont permis de le faire, qu'il n'y avait pas avant. Il y a les grands modèles de langage avec le système des tokens qui est pas nouveau. Hein. C'est celui de la pierre de Rosette de Champollion, donc ça remonte quand même un peu loin, cette affaire-là. On changé, mais c'est surtout une révolution des usages. Dans les interventions, dans les conférences que je fais, je dis à chaque fois, l'IA, c'est 10% de techno, 90% de politique. Donc c'est véritablement fondé sur l'usage, et à partir du moment que c'est fondé sur l'usage, il faut véritablement s'en emparer pour le maîtriser, pour pas le subir. Et en agriculture, quel usage on peut en faire du coup de Beaucoup. cette IA générative? Beaucoup. En fait, il y a les différents usages, je vais y revenir, mais il y a la façon d'appréhender les usages qui là va être complètement différente. Et pour le moment, on est dans une phase un peu ce qu'on appelle le shadow IA, où chacun s'essaye. On tâtonne. Je suis sûr que tu le fais aussi. Hein, Alors, personnellement, à titre personnel, pas trop. J'avoue que moi, c'est pas une technologie sur laquelle je suis allé, mais on a tous nos habitudes. Moi, j'y passe. Tous mes livres, je les ai fait avaler à l'IA, ChatGPT, et je pense pouvoir dire maintenant que ChatGPT écrit comme moi. Alors, c'est pas globalement pour les autres, mais pour moi, il écrit comme moi. Pour les autres, je m'en fous. Mais pour moi, ça m'intéressait beaucoup et que ça soit ça. Des gens un peu réticents avec qui je travaille depuis très très longtemps, qui me connaissent bien, qui étaient un peu réticents au départ, m'ont dit de toute façon, on sera convaincu quand on saura plus si c'est toi ou la machine qui a écrit. Puis un jour, ils m'ont dit, tu nous fais chier parce qu'on ne sait plus si c'est toi ou la machine, quoi. Et je le dis de façon triviale, mais c'était pour rire, mais c'était ça, quoi. Et donc, ça, c'est un élément important. Qu'on ait une machine qui nous assiste et qui va corriger nos points faibles, qui va... moi, je ne suis pas bon en orthographe. J'écris des bouquins, mais je ne suis pas bon en orthographe. Alors là, c'est un outil magique pour ça. Ça aide vraiment beaucoup. Qui va nous permettre d'aller plus vite. Il y a une chose dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est le contentement. Pour moi, c'est le plus gros piège de l'IA, le contentement. C'est-à-dire que ce qui était impossible devient compliqué, ce qui était compliqué devient possible, ce qui était possible devient banal. Il ne faut pas se contenter de ça. Moi, je relis tout ce que je lui fais écrire. Souvent, je fais 5-6 prompts pour avoir celui qui me satisfait, puis je relis encore, et je corrige encore à la main derrière, est-ce que c'est un souci du perfectionnisme? Peut-être, mais je pense qu'il faut aller à ça. Et là, ça va après, notre point fort, que l'homme le domine, c'est ce qu'on peut apporter notre créativité, que la machine n'aura jamais, elle. Alors, moi, j'essaie de prendre un exemple. Imaginons, moi, je suis un éleveur de bovins en Bretagne ou de chèvres dans le Larzac, que sais-je encore. Comment ça peut me servir, l'IA générative au quotidien ou dans ma pratique d'exploitant agricole? Il y a quelque chose qu'on voit arriver. Là, par exemple, c'est pour le suivi sanitaire des troupeaux. Le son et l'image, jusqu'ici, sont très peu employés. Il y a le regard de l'éleveur, il y a l'oreille de l'éleveur, qui va continuer, qui est énorme, mais capter du son et interpréter ce son, ou capter de l'image et interpréter ces images-là, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient en fixe, qu'elles soient en infrarouge, peu importe, et puis pouvoir, à partir de ça, mettre des alertes que tel animal dans le troupeau, il va pas bien, parce que la machine peut compter un peu la rumination, la mastication sur des bêtes et tout ça, en se promenant, et avec d'autres données qui viennent, faire des corrélations pour y arriver, c'est des choses qu'on commence à voir arriver. Donc ça, c'est un assistant, mais avec ces assistants-là, celui qui est bon avant va être super bon après, meilleur. Celui qui est mauvais avant,
Je doute qu'on en fera un champion du monde quand même. Et donc ça va énormément aider l'homme. Demain, parce que c'est pas encore le cas, un des gros sujets en agriculture dans notre pays, mais pas que, c'est celui de la complexité administrative. Là, on peut avoir demain des vrais outils de simplification. Mais ce n'est pas de prendre les outils qu'on a et de mettre une couche d'IA dessus. On aura mis une couche, point. Par contre, c'est de reprendre les process à la base et de les retravailler avec l'IA. Je vais donner un exemple. Moi, ça ne me choque pas, bien au contraire, que le consommateur veuille savoir ce qu'on met dans son assiette. La traçabilité des produits, une partie qui est obligatoire, une partie qui est liée à des labels. Donc, l'objectif, c'est d'informer le consommateur et certifier ce qu'on lui donne. On a mis en place des usines à gaz pour arriver à ça, qui sont, on ne sait plus, des fois on ne sait même plus à la fin pourquoi on le fait. La biodiversité, par exemple, avec les haies, c'est un peu le cas actuellement. Qu'est-ce qui compte ? C'est d'avoir à tel endroit les oiseaux qui peuvent nidifier. C'est pas de savoir si on doit faucher après telle date ou pas, etc. C'est la nidification. C'est faire ça. Si on repart à la base et qu'on reconstruit avec tout ce que l'IA générative peut nous apporter, qu'on ne pouvait pas faire au moment où on a mis en place ces cahiers des charges-là. Là, on va véritablement simplifier. On va gagner du temps ? Ah oui, je suis convaincu. Mais avant ça, il y a tout un travail de back-office à faire pour avoir des outils reconstruits de cette façon-là. Ça, on n'y est pas. Et il n'y a personne actuellement qui y pense véritablement. Parce qu'on est dans des choses qui sont réglementaires, au niveau français, au niveau européen, mais à un moment ou à un autre, il va falloir le faire. C'est pour ça que je dis que c'est très politique, parce qu'en fait, il faut que les organisations agricoles s'en emparent et on va reconstruire comme ça. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, je repère en quelques secondes les gens qui ont touché à l'IA générative et ceux qui en parlent vu de l'extérieur comme quelque chose... puis ça fait bien des fois de dire qu'on est méfiant, parce que actuellement, on est important si on se méfie. Quand on commence à le faire, c'est pour ça qu'on fait des hackathons. Les hackathons, il y a un côté pédagogique. On rappelle le principe du hackathon, c'est 48 heures, 72 heures. Pendant un temps très vite pour prendre un POC, une preuve of concept de quelque chose qui marche. Alors on le fait même pas en mode concours avec un premier et un deuxième, on s'en fout. C'est qu'à la fin, ils ont des trucs qui marchent, qui présentent devant les autres, ils vont se faire challenger par un jury, et tout le monde repart par le haut en ayant quelque chose de nouveau. On veut que collectivement, il y ait des idées d'innovation qui ressortent. C'est l'intelligence collective. C'est là qu'on a... Et qu'il y a des idées qui viennent, et la boîte, parce qu'on les fait payer pour venir, la boîte qui a participé, ils nous disent tout. Alors avant, c'est très dur de les convaincre, parce qu'ils ne savent pas, puis quand on demande de 3 000 balles ou 5 000 balles, il n'y a personne qui les débourse comme ça. Mais à la fin, ils nous disent, mais attendez, c'est génial. Pour le prix, on a gagné, il faudrait mettre un zéro de plus avec des consultants. Donc, ça permet d'avancer ces choses-là et de les travailler. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas parler d'IA sans l'usage de l'IA. C'est une révolution de l'usage. Est-ce que tout le monde dans l'agri va devoir y passer ? Est-ce qu'on va tous devoir, à l'avenir, d'une manière ou d'une autre, utiliser l'IA générative ? Oui. Et le drame, c'est que plus les gens seront réticents, plus ils vont la subir. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, y aller de façon proactive, parce que ce n'est qu'une machine, ce n'est qu'un outil. Le mot intelligence là-dedans, il est galvaudé. Là, il n'y a rien d'intelligent dans ce truc-là. Donc, à partir de là, sans parler de rentrer, d'aller très loin dans la techno, en connaître les tenants et les aboutissants, pour que ça soit nous qui pilotions la machine, il y a toujours un homme derrière la machine. Autant faire en sorte que c'est lui qui l'utilise, qu'il soit l'homme qui est derrière, que ce n'est pas un autre qui y soit pour lui. Il est là l'enjeu. Justement, t'en parlais, le problème, c'est pas l'outil, c'est l'usage. Exactement. Mais comment on arrive à réguler ces usages ? Moi, je prends de manière très simple dans tous les secteurs. Aujourd'hui, l'IA, c'est malheureusement un outil qui est beaucoup au service de la désinformation, des fake news. S'il y a bien un secteur aujourd'hui qui essaye de se battre contre la désinformation, contre les fake news, essayer de donner un autre type d'image et de véritables informations, c'est l'agriculture. Oui. Donc, à quel point c'est une menace ? À quel point c'est un véritable outil ? Comment on arrive à faire la part des choses et comment on arrive à réguler ces usages ? Alors, il y a deux choses, et on n'est dans aucune des deux. La première, par rapport aux fake news, je pense qu'il faut vraiment travailler, et là aussi collectivement, mais je sais que la presse s'en occupe maintenant et commence à le prendre à bras le corps, de traiter la désinformation à la source.
En clair, c'est la même chose qu'un incendie. Quand on le prend au départ, on peut l'éteindre avec un seau. On attend des fois pas très longtemps, il faut un Canadair, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, il faut remonter le plus haut possible pour connaître les signaux faibles des informations et couper à ce moment-là. Ça, c'est un point. Et le deuxième, c'est la certification du réel, c'est-à-dire la vraie information, pouvoir la certifier et pouvoir, entre guillemets, inonder les ondes, les chaînes, tout ce qu'on veut, les réseaux sociaux, avec de l'information vraie. Mais Donc, il faut la certifier, il faut aussi prouver oui, sa certification. oui. Et ça, Oui. c'est pas toujours. Alors, il commence à y à avoir l'heure des du outils. jour, hein. Les photos, par exemple, maintenant, des bons appareils photo, on peut certifier le réel à partir de photos. Et en fait, c'est pas de dire celle-là, elle est sûrement fausse. C'est de dire, moi, celle-là que je vous donne, j'ai la preuve qu'elle est réelle. Hervé, on va continuer l'interview, notre échange, mais on va faire une sorte de petit happening, une petite pause, parce que je me suis fait violence. J'ai demandé à ChatGPT la question suivante. Trouve-moi une série de questions à poser à Hervé Pillot. Tu t'en sers un petit peu quand même, alors. Pour cette interview, parce que j'ai trouvé ça assez étonnant et de voir ce que pouvait proposer ChatGPT si je lui demandais de me poser des questions à Hervé Pillot. Donc j'en voici quelques-unes et je te demanderai des réponses assez courtes ou voilà, des petites choses te concernant. Première question que ChatGPT te poserait, c'est quel moment ou rencontre ont le plus marqué ton parcours professionnel ? Est-ce que tu as un moment ou une rencontre ? Alors dans ce domaine-là, la première conférence que j'ai faite, qui était loin d'ici, celui de Grande Canarie, c'était paradisiaque, c'est d'avoir l'approbation que j'avais dit par Michel Serres, le philosophe. Ça a été un moment très marquant. Deuxième question, ChatGPT, y a-t-il un danger à trop automatiser ou numériser l'agriculture ? Oui. Oui, il y a un vrai danger. Il faut que ça soit une source de diversification, mais pas de standardisation. Et là, en fait, c'est tout l'enjeu de l'usage qu'on en fait, de la maîtrise de ce qu'on en fait. Autre question de ChatGPT, quel regard la société porte-t-elle aujourd'hui sur les agriculteurs selon toi ? Et est-ce que c'est un regard juste ? Ah, il est très ambigu, le regard de la société sur les agriculteurs. Globalement, la société aime ses agriculteurs. Mais des fois critique ce qui est de façon souvent fantasmagorique, ce qu'on met dans l'assiette. Mais globalement, je pense qu'il faut toujours prendre le positif de toute façon et essayer de l'améliorer. Le regard est bon. Une question alors étonnante, je ne pensais pas que ChatGPT la poserait, mais pourquoi pas. Quelle est la question qu'on ne vous pose jamais et pourtant que tu aimerais bien qu'on te pose ? Ah, la question qu'on me pose. Je suis presque un peu jaloux des questions de ChatGPT par moment. La question qu'on me pose jamais et que j'aimerais bien qu'on me pose, je sais pas trop, on va dire. On peut mettre un joker. Hein. Peut-être. Non. À chaque interview, à un moment, ou alors quand je fais une conférence, je dis là-dessus, j'aurais bien voulu y aller, je suis pas allé. J'aurais bien voulu qu'on me pose la question. C'est jamais véritablement la même. Je pense que il y a quand même quelque chose que je te disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on retourne aux sources et remobiliser cette intelligence collective. Les gens en sont un peu sortis et je trouve pas l'attention là-dessus véritablement des publics que j'ai. Question, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut s'engager dans l'agriculture aujourd'hui ? Fonce. Et là-dessus, il faut qu'on soit bien meilleur qu'on est. Tout à l'heure, on parlait de la communication des agriculteurs. On a quand même tous un peu une tendance au misérabilisme et à se plaindre de notre métier. Alors, il y a plein de raisons de vouloir se plaindre. Et c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué, mais c'est un métier d'entrepreneur. C'est un métier où on n'a pas que des mauvais moments, quoi. Se lever la nuit, valer une vache, ça peut être chiant. Mais quand on arrive quand on se bat des fois que ça va pas tout seul, mais qu'on gagne, mais c'est un moment de bonheur quand même. Et que le veau est vivant, qu'on se recouche apaisé quand même quand on a fait ça. C'est des trucs qui sont impalpables, mais un jeune qui va dans ce métier, il va avoir ça. S'il doit aborder le métier d'agriculteur pour avoir les 35 heures comme un salarié ou un fonctionnaire, donc il reste ailleurs. Mais s'il a envie d'entreprendre, c'est un formidable outil, un formidable métier pour entreprendre. Et dernière question de ChatGPT, qu'est-ce qui te donne encore l'envie de te battre aujourd'hui ?
Ah, c'est ça, c'est cette jeunesse en fait. Les concours de start-up, les hackathons qu'on fait, j'en ai fait, je sais pas, peut-être une dizaine en Afrique, et voir cette jeunesse africaine, pas qu'elle, il y en a aussi chez nous, et heureusement, qui a envie de se battre pour sortir leur pays d'où ils sont et développer l'agriculture dans leur pays. Je peux te dire que quand on repart de là-bas, on a l'impression de servir un peu à quelque chose, quoi. Et cette volonté de transmettre un petit peu de ce qu'on a acquis au fil des années à l'âge où j'arrive, ben ça, c'est une vraie satisfaction. C'est ça qui me motive, en fait. Attention, question piège. Est-ce que les questions de ChatGPT étaient meilleures que les miennes jusqu'à maintenant? Je vais dire non, parce que comme on se connaît pas beaucoup, et que tu es un journaliste, tu vas me piéger après. Alors non, je vais pas te piéger, on va aller sur un sujet que tu connais bien, parce que j'aimerais légèrement décaler le sujet et parler d'un de tes livres, qui s'appelle Vers un monde sans fin. Alors je vais être très honnête, je vais pas jouer les faux culs, ce livre je l'ai pas lu, j'ai pas encore eu l'occasion, mais il me donne énormément envie, parce que le sujet m'intéresse, c'est de réfléchir à l'agriculture du futur. Le postulat de départ, on le connaît tous, on connaît la situation de l'agriculture aujourd'hui, mais la solution, l'agriculture du futur, est-ce que ce livre la détient, Hervé Pillot? Ça va ressembler à quoi? Non. Alors dire qu'on détient la vérité, oh là là. Compliqué. Bah oui, puis bon, déjà, moi, il y a quelqu'un qui dirait oui, j'aurais un doute. Alors comment tu la dessines? Peut-être cette Alors, en agriculture fait, du te dire futur. un peu ce qu'est le livre, quoi. Tout ce que je te disais juste avant de toutes ces expériences que j'ai acquis, c'est pas un livre de mémoire de mes mémoires, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Alors, je dis des moments en blaguant que ça sent le sapin quand on commence à faire ça, mais en fait, toutes ces expériences que j'ai vécues un peu partout, depuis longtemps, même bien avant ça, j'ai voulu les mettre dans ce livre. Et en fait, l'agriculture de demain, elle se construit à travers ces expériences. Je parle par exemple dedans, j'avais participé à un jury il y a quelques années au Salon d'agriculture, organisé par les lycées agricoles et l'INRA, sur la vision par une bande dessinée très futuriste, quasiment de science-fiction, qui voyait de l'agriculture. Le projet qui avait gagné, moi je l'avais mis vainqueur, qui était celui d'avoir un auxiliarium, le mot n'existe pas, hein, Ouais. dans l'exploitation, c'est-à-dire d'élever les propres insectes pollinisateurs qui vont manger les pucerons pour pas avoir d'avoir son propre auxiliarium dans son exploitation par rapport à son exploitation. Et je dis pas qu'on va l'avoir, mais je jurerai pas qu'on ne l'a pas. Oui, c'est pas Et totalement infondé. le lien entre l'IA, par exemple, et puis le vivant, là, on le fait véritablement. Parce que ce qui va être vrai dans l'exploitation ne sera pas forcément vrai dans une autre, et on va pas... Donc, l'agriculture de demain, pour moi, sera beaucoup plus diversifiée que celle d'aujourd'hui. On parle beaucoup, c'est un drame, la perte de la biodiversité, tout est perdu, ok, mais quand on a dit ça, on a dit, mais on n'a rien fait. On a fait quoi? Alors si la réponse c'est on met des interdictions, on met des règlements, on va faire compliquer le problème. Faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et il n'y a que par la prise de risque et l'entrepreneuriat qu'on arrivera à le faire. Et de voir des jeunes, alors certains vont mettre à genoux à terre par moment, mais vouloir avancer et puis trouver des solutions qui seront, ce qu'elles seront, certaines vont exploser, d'autres ne serviront à rien. Certaines auront 10 ans d'avance et puis elles seront arrivées trop tôt, mais à un moment seront reprises. C'est la vraie vie, quoi. Et on est une période charnière actuellement. On est à un moment où il y a des gros risques environnementaux, climatiques, géopolitiques, mais on est aussi à une période où tout explose au niveau de l'innovation de partout. Et les deux sont toujours liés. On a eu d'autres périodes comme ça dans l'histoire. L'arrivée de l'imprimerie, qui est devenue quelque chose de banal pour nous. Le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible. Ils ont vu que ça déconnait un petit peu par rapport à ce qu'on leur disait avant. Il y a eu la Réforme et 200 ans de guerre de religion derrière. Et donc toutes ces périodes hautement technologiques, c'est la technique de la société qui bouge, quoi. Donc, mais on est dans cette période-là, et il y a un côté passionnant, quoi. J'ai pas précisé, le titre c'est Vers un monde sans fin, F-A-I-M. Ouais. Mais on aurait pu aussi entendre F-I-N. Enfin, là, le double sens, il est voulu. Bien sûr, il est très clair. Tant qu'on mangera, on vivra, quoi. Et le clin d'œil à Jancovici, qui est quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Pour sa BD, Le Monde sans fin, sorti en 2021. Et qui est empreint de bon sens, et puis qui est un grand scientifique, quoi. Je qualifie un grand scientifique, pardon, quand il y a quelque chose qu'il ne sait pas, il dit qu'il ne sait pas.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose de précieux et qui n'est pas si courant que ça, finalement. Oui, mais il faut savoir le dire. Oui. C'est aussi comme ça qu'on Oui. qu'on agrémente et qu'on enrichit les expertises. Entre le numérique, entre la situation agricole d'aujourd'hui, entre tout ce qui explose et tout ce que tu viens de nous énoncer, est-ce qu'on se dirige doucement vers une révolution agricole ? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il y a des choses, à certains moments, il faut se poser un peu pour les regarder. Je le dis dans le livre, il a fallu arriver à 1800 pour passer le cap d'1 milliard d'habitants sur Terre. Et de façon exponentielle, 1800, c'est hier par rapport à l'échelle de l'humanité. Entre 1800 et 2050, 250 ans, on va multiplier par 10. Donc, quand on réfléchit bien, le nombre de personnes à nourrir et qu'il n'y ait plus de famine, parce qu'il n'y a plus de famine maintenant. Alors, c'est un drame. Il y avait, au début du siècle, 7 à 800 millions de personnes qui étaient mal nourries sur Terre. On a à peu près la même quantité maintenant. Et même s'il en restait 15, ça serait un de trop. Mais malgré tout, toute l'augmentation de la population, on a réussi à les nourrir comme il faut. Et ceux qui sont mal nourris, c'est pas lié au manque de nourriture, hein, c'est lié au conflit, aux guerres, à plein de choses comme ça. Mais on a réussi à passer ce bond-là. On l'a fait au détriment de l'environnement, clairement. Je pense que malgré tout, c'était le prix à payer. C'est dur de le dire comme ça, mais entre choisir de nourrir tout le monde et de protéger la planète, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Ça va scandaliser certaines personnes, mais pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Et là, par contre, on a les moyens, je pense, de... Alors, est-ce que certains disent à certains moments, on peut nourrir la planète en bio, d'autres non, je m'en fous. Le bio, c'est un cahier des charges, très très bon cahier des charges, mais ce n'est que ça. L'essentiel, c'est d'arriver à nourrir l'ensemble de la population, aussi avoir les autres externalités de l'agriculture. On aura besoin de faire des biomatériaux sur de renouvelables demain et même de l'énergie. Donc tout ça va se cumuler et également protéger la planète, protéger l'environnement. C'est là qu'interviennent pour moi les nouvelles technos. Les mettre au service de tout ça, au service de la complexité, parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et puis qui est à la fois très local et très global, et c'est pas rien quand même, c'est vachement facile à dire, c'est du baratin, je raconte. Mais le mettre en place, c'est bien autre chose que ça, mais je pense qu'on aura les moyens. Et l'agriculture de demain, c'est celle-là, celle qui arrivera à relever tous ces challenges, et ce sera pas avec une solution, ça sera avec une multitude de solutions adaptées au vivant, à l'endroit où il est. Et on sera curieux de voir ça sur le comptoir des éleveurs, voir comment ça se passe, et ces solutions, bien sûr, qu'on en parlera aussi. On va conclure cet échange ensemble, Hervé, et on aurait pu continuer un moment, je pense, parce qu'on n'a pas fait le tour de la question. Mais le temps file, et on arrive sur la carte blanche. C'est la fin de l'émission, c'est le moment où l'invité s'exprime sur le sujet de son choix, soit un sujet qu'on a déjà abordé, soit un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Ta carte blanche, en une petite minute, ce serait quoi, Hervé ? Alors en fait, on a cité l'IA en permanence, mais on n'a pas tant parlé que ça. Et dans la façon d'aborder l'IA, moi, il y a quelque chose sur laquelle je veux vraiment essayer de convaincre notamment les organisations agricoles, c'est de pouvoir construire ensemble, avoir une vision commune, une stratégie commune. Et ça passe par la mise en place d'une plateforme de données en commun qu'on a et qui appartiennent, qui sont la représentation du vivant et qui appartiennent à tout le monde. On en a déjà plein, on a déjà commencé à en faire. Toutes les données météo, toutes les données géolocalisation et tout ça, on les a. Il y en a plein d'autres qu'on peut mettre comme ça. Et je pense qu'on sera fort ensemble, beaucoup plus que si chacun veut essayer de se dire ben non, il faut que j'aille tout seul parce que je vais être le meilleur et je vais emporter la mise. C'est très courant dans le monde du numérique, ça. Mais en fait, on sait que c'est jamais ça. Et je finirai là-dessus. L'adage qui dit seul on peut aller vite, mais c'est ensemble qu'on ira loin. Il faut prendre ça comme postulat. C'est pour ça que je parle d'intelligence collective et qui va mettre en place l'intelligence artificielle et c'est par là qu'on y arrivera. Merci beaucoup, Hervé Pillot. Et puis, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se recroiser à ce micro dans quelques années pour voir si ces solutions, à court terme en tout cas, ont pu être mises en place ou non. Mais ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Hervé. Merci à vous de nous avoir suivis sur le Comptoir des éleveurs pour ce nouvel épisode de La Parole A. Comptoir des éleveurs qu'on retrouve sur le site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn et bien d'autres. Et puis surtout aussi sur la chaîne YouTube Comptoir des éleveurs. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un autre invité. À très vite. Comptoir des éleveurs.